Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. 15 septembre 1851. La foule se presse dans la salle du Théâtre des Célestins à Lyon. On y joue ce soir-là un vaudeville. La bourse sous la vie et un drame. Adrienne le couvreur. Mais c'est un drame imprévu qui va avoir lieu dans quelques instants. Un drame qui ne va pas se dérouler sur scène, mais dans la salle. Un drame bien réel qui va faire une victime. La première pièce est terminée. Après un bref entracte, la troupe attaque la triste histoire d'Adrienne le couvreur. Il est 8 heures à peine, à l'époque, les spectacles commençaient plus tôt qu'aujourd'hui. Le deuxième acte débute, et soudain, un brouhaha se produit au balcon. Une jeune femme vient de recevoir un coup de couteau dans le cœur. Elle le retire elle-même de sa blessure, essaie de parler à son mari, assis à côté d'elle, puis s'incline vers sa voisine de gauche, qu'elle inonde de sang. Ignorant la gravité de la blessure, son mari se jette sur l'homme qui vient de frapper et dit « Mais pourquoi frappez-vous ma femme? Qu'est-ce que nous vous avons fait ?»« Rien, » répond l'homme très calmement. « Je ne vous connais même pas. J'ai tué pour être tué. » Le dossier que nous ouvrons aujourd'hui est celui d'une affaire assez étrange. L'assassin ne connaît pas la victime, pas plus que la victime ne connaissait l'assassin. Et cependant, le crime n'est pas l'œuvre d'un dément, c'est l'acte d'un homme qui a poursuivi un raisonnement logique, mais, dirons-nous, d'une logique faussée au départ. Un homme qui a voulu être puni et qui, pour être condamné à mort, n'a pas hésité à tuer n'importe qui. Cet homme se nomme Antoine Jobard. Un nom peut-être prédestiné car il y a une grande part de naïveté dans son personnage. Jobard est né en Bourgogne. Il est issu d'une famille d'honnêtes paysans. Le père voudrait assurer à son fils une meilleure situation que celle de cultivateur. Lui-même trouve un emploi de garde et dès l'âge de 7 ans, il envoie son fils Antoine dans un collège religieux à Dijon. Mais dans cette institution, le jeune Antoine Jobard va connaître à partir de ses 11 ans des amitiés particulières avec ses camarades de classe. Ces liaisons, dont la plupart ne durent guère plus d'un jour, font naître chez Antoine Jobard un sentiment de culpabilité. Plus tard, au cours des interrogatoires, il dira « Tout cela m'a donné un dégoût de moi-même, mais je n'avais pas la force de réagir. » Jobard est donc un faible, un personnage qui se laisse dominer par les événements au lieu d'essayer de les diriger. À cette personnalité influençable, l'éducation religieuse a apporté un certain fatalisme, dirons-nous. Jobard en vient à croire qu'il est un être maudit. Tel un héros romantique, il se voit repoussé par Dieu et destiné à l'enfer. Sortant du collège à 16 ans, Jobard va-t-il avoir une conception plus juste de l'existence? On pourrait le croire. Il entre comme commis chez un marchand drapier de Dijon, où il semble travailler consciencieusement jusqu'au jour où... Mais venons-en maintenant aux interrogatoires suivis par Jobard après son crime. Le premier a lieu le soir même. Le magistrat trouve Jobard à genoux dans sa cellule en prière. « Voyez, dit-il, j'ai retroussé les manches de mon habit pour éviter les souillures du cachot. » Le magistrat de Lyon, venu l'interroger, ne peut s'empêcher de marquer sa surprise. Comment cet homme vient de commettre un crime affreux et il ne songe qu'à la propreté de ses habits? Est-il donc inconscient? Non, Jobard possède une personnalité curieuse, faite d'un mélange de cynisme et de fanatisme religieux, personnalité qui va apparaître au cours des interrogatoires. Pour l'instant, Jobard est tout disposé à faire une confession complète. Je tiens à déclarer que je ne connais pas ma victime. Je l'ai déjà dit quand on m'a arrêté. Je ne l'ai même pas vue de face,
étant assis derrière elle au théâtre. Je me suis borné à bien repérer, en regardant au-dessus de son épaule gauche, quel était le point exact de la robe où je devais plonger mon couteau pour être certain de la tuer. Le calme et la froideur de Jobard effraient le magistrat qui veut connaître le mobile du crime. Jobard fait alors cette stupéfiante réponse. « Je le répète, j'ai tué pour être tué. » En me ménageant cependant le temps nécessaire pour le repentir. Essayons maintenant de reconstituer le raisonnement de Jobard afin de comprendre comment ce jeune homme calme est devenu un meurtrier. Dégoûté par lui-même à cause de ses penchants sexuels, Jobard veut mourir. Il songe un moment au suicide. Mais, dira-t-il au magistrat, « c'eût été manqué de religion. Le suicide m'aurait conduit devant Dieu chargé de fautes. » Jobard ne voit alors qu'un seul moyen de quitter ce monde, c'est de commettre un acte entraînant la peine de mort. Ainsi, se dit-il, j'aurai entre cet acte et ma mort le temps de me repentir sincèrement et de trouver grâce devant Dieu. S'appuyant sur ce curieux raisonnement, Jobard commence à envisager les différentes solutions pour être condamné à mort. Le métier militaire lui semble d'abord présenter certains avantages. Là, on ne badine pas avec la discipline. On commet par exemple un acte de violence bien caractérisé à l'égard d'un supérieur et la condamnation à mort est assurée. Dans l'égarement où l'entraîne son fanatisme religieux, Jobard pense ensuite à tuer un prêtre au moment où il viendrait d'achever son office. La victime se trouverait en état de grâce, quant à lui, il s'y mettrait ensuite. Passant d'un extrême à l'autre, Jobard songe alors à une prostituée, mais cette entreprise est dangereuse, il risquerait alors lui-même d'être abattu sans avoir le temps de se repentir. Le mieux est donc, à son avis, de frapper un ou une inconnue. Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast Europe 1. Un dimanche matin, Jobard part à l'aventure. Il passe la journée dans des maisons malfamées de Dijon et le soir cherche vainement à acheter un couteau, mais les coutelleries sont fermées. À 2 heures du matin, Jobard se rend à la gare pour prendre le chemin de fer à destination de Paris. Il pense trouver plus facilement une victime dans la capitale. Mais il n'y a pas de train pour Paris avant 7 heures, lui apprend le guichetier. Un convoi pour Lyon doit partir à 3 heures. Jobard, se laissant encore guider par les circonstances, prend ce convoi. Arrivé à Lyon le lundi midi, il se promène au hasard dans cette grande ville qu'il ne connaît pas. Il se décide à prendre une voiture et se fait conduire dans un magasin où il se procure enfin un long couteau. Et puis, il se fait déposer devant une maison de passe. Dans cette maison, Jobard fait la connaissance de Rachel, une belle qui n'est pas avare de ses charmes. Il parle avec elle, lui paie à boire, ainsi qu'à 3 jeunes gens aimables qui tiennent compagnie à Rachel. Va-t-il la tuer? Non, car il craint d'être écharpé par ses 3 compagnons. Lorsqu'il sort de la maison, Jobard fait le compte de ses dépenses et constate qu'on lui a soustrait 1/3 de sa maigre fortune. Il lui reste 9 francs. Passant devant le théâtre des Célestins, Jobard lit l'affiche. Pour 2 francs, il obtient une place aux galeries. Il entre et assiste à la représentation du vaudeville La Bourse ou la Vie. À l'entracte, il change de place et va s'asseoir au balcon. Là, il observe ses voisins. Devant, à gauche, est assise une fillette d'une dizaine d'années. À droite, c'est une jeune fille de 15 ans. Mais elles sont toutes deux mal placées. Enfin, mal placées du point de vue de Jobard, naturellement, car il ne peut les frapper sans déranger d'autres personnes et donc risquer de manquer son coup. Or, Jobard, je vous le rappelle, veut être sûr de tuer. C'est donc la fatalité, pense-t-il, qui me désigne la jeune femme assise exactement devant moi. Mais Jobard hésite encore, car cette jeune femme n'est pas seule. Ce doit être une jeune mariée, et son époux qui l'accompagne marque beaucoup de sollicitude pour elle.
Il lui prend la main, lui parle à l'oreille, échange avec elle de longs regards. Brusquement, Jobard se lève et pique son couteau au point qu'il a soigneusement repéré. On connaît la suite. Jobard arrête là son récit et reste tranquille, les bras croisés, attendant les questions du magistrat. Celui-ci ne comprend toujours pas le mobile auquel il a obéi. Savez-vous que la jeune femme a succombé quelques minutes après avoir reçu votre coup de couteau? De cela vaut mieux, répond simplement Jobard. Puisque je voulais qu'on me fasse mourir moi-même, je n'ai donc plus qu'à songer à me repentir. Il est minuit, le magistrat va se retirer. Jobard réfléchit et dit « J'ai encore quelques révélations à faire. » Le juge se rassied, espérant enfin des éclaircissements sur cette sombre histoire. « J'ai commis quelques larcins au préjudice de mon patron drapier. Je lui dois 200 francs environ, car je me suis approprié du drap et du tissu pour me confectionner un costume et du linge. » Décidément, Jobard ne semble absolument pas mesurer la gravité de son geste. Le lendemain, Jobard doit subir une double confrontation. Il rencontre d'abord le mari de sa victime, effondré par le drame qui a détruit son bonheur, et puis Jobard est mené devant le cadavre de la jeune femme. Et là, pour la première fois, il sort de sa froideur, il s'évanouit. Reconduit dans sa cellule, Antoine Jobard cherche à s'informer. A-t-elle pu voir un prêtre avant de mourir? On lui répond par un geste qui semble affirmatif. Jobard paraît satisfait. J'ai prié pour elle. J'ai prié aussi pour ma famille, pour mon père, ma mère, ma jeune sœur. Quant à moi, je ne regrette rien. Je ne songe qu'à m'en repentir. Le jour suivant, Jobard subit un nouvel interrogatoire qui n'apporte aucun fait nouveau. Il paraît satisfait d'avoir atteint son but. Le greffier note ces paroles. « Devant Dieu, je me repens. Je ne peux mieux me faire comprendre. » Au cours des interrogatoires qui suivent, on constate chez Jobard un léger revirement. Il consent à reconnaître que, s'il pouvait revenir en arrière, il ne recommencerait pas. Avant, il voulait rendre sa condamnation inévitable. Aujourd'hui, au contraire, il voudrait vivre. Si je pouvais effacer le passé, j'irais trouver le directeur du collège où j'ai été élevé. Je lui confesserais mes fautes. Je lui avouerais mes funestes penchants. J'obtiendrais certainement de sa part d'excellents conseils qui me remettraient sur le droit chemin. Mais on ne revient pas en arrière et toutes les bonnes intentions de Jobard ne rendront pas la vie à sa victime. Confronté à la jeune fille de 15 ans qui a failli être tuée par lui, Jobard se jette à ses genoux. « Je vous demande pardon des idées que j'ai eues. » L'information se poursuit, on interroge les proches de Jobard, son patron, sa famille. Lorsqu'ils apprennent le crime, tous s'écrient « Il est devenu fou !» Quelques mois plus tard, Jobard passe devant les assises du Rhône, accusé d'assassinat avec préméditation. Habillé avec élégance, Jobard se présente dignement. Une gravure de l'époque nous montre ce jeune homme portant moustache et longs favoris. De longs cheveux bruns surmontent un visage assez beau avec des yeux sombres. Jobard n'a pas une tête de monstre pervers, mais une belle tête, noble, fière. Une belle tête, oui, mais qui ne tourne pas rond. Jobard entend avec calme la lecture de l'acte d'accusation. Son interrogatoire par le président de la Cour n'apporte rien de neuf. L'audience se poursuit avec la déposition de l'époux de la victime. Les mois écoulés depuis le soir du drame n'ont pas éteint son chagrin et son émotion se transmet à l'assistance. Après les témoins, la parole est donnée au procureur général qui se lance dans un interminable réquisitoire d'une belle envolée lyrique. En voici la conclusion. Juré, frappé, condamné. Il faut rassurer la société alarmée. Ce que je vous demande, c'est un acte de justice. Ce n'est pas du sang de théâtre qui a été versé, mais du vrai sang, le sang le plus pur, le plus généreux. Les mânes de la victime attendent et moi, magistrat, chargé de faire respecter la dette de l'homicide, j'attends, comme elle. L'avocat de la défense s'efforce en vain d'atténuer les faits produits par les paroles du procureur. Les jurés ne se retirent qu'une dizaine de minutes pour délibérer.
Dans la salle du palais de justice, la foule qui est venue assister au procès attend avec impatience la condamnation du criminel. Messieurs la cour. Les jurés et le président reprennent place. L'accusé est reconnu coupable de meurtre avec circonstances aggravantes de préméditation. Toutefois, le jury reconnaît l'existence de circonstances atténuantes. Avez-vous quelque chose à ajouter, demande le président à Jobard. Non. Non, c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Les circonstances atténuantes que le jury accorde à Jobard sont une façon détournée de reconnaître qu'il n'est pas pleinement responsable de ses actes, sans pour autant être vraiment fou. Jobard est donc condamné aux travaux forcés à perpétuité. Certainement trouva-t-il au bagne le temps de se repentir de son crime abominable. Mais remarquez bien, certains soirs, il dut regretter de n'avoir pas reçu la punition qu'il avait souhaitée, la peine de mort. Vous venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1 et produit par Europe 1 Studio. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Lisa Soster. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée.